Salut Merci. également Cédric Lombardo du côté de Cocody, Abidjan. De Grand Bassam, le Grand Bassam. Ah, de Grand Bassam. Cédric de Grand Aujourd'hui, Bassam là, sur mer. Sur mer. Sur mer, Grand Bassam sur mer, c'est lui. Comment ça va, Cédric? Ça va très bien, un grand plaisir de vous revoir, la dernière de l'année. Oui. Vous êtes en bonne forme. La der des Courage. Non mais ça va, force et courage à nous tous. Nous sommes là aujourd'hui. Comme vous le dites, l'année s'achève à l'Écrément et ce sera aussi notre dernière chronique développement durable de 2018. On se voit en 2019. Cette année a été riche en événements. Le défi du changement climatique comme les enjeux de développement durable ont plusieurs fois fait l'actualité. Alors on va faire un petit récapitulatif best-of aujourd'hui. Alors Cédric, la première question, hein, vraiment, on sait que ça c'est la dernière, donc on va donner un peu de tout. Première question, l'un des premiers... Les premières news. Les premiers événements, l'un des premiers événements faits marquants de l'année climatique 2018, c'était le sommet lancé par le président Macron. Je vous vois déjà sourciller, j'imagine. Est-ce que vous retenez ce sommet parmi les points forts de l'année? Est-ce que pour vous, Paris a changé quelque chose? Paris a-t-il changé quelque chose? Vous vous rappelez, on était en, je crois, juillet 2017, et puis on était sur ce plateau et on avait constaté le départ des États-Unis de la volonté de Trump de quitter de l'accord de Paris, la lutte contre le changement climatique. Donc on était un petit peu embêtés d'avoir un pays fort qui partait comme ça. Et ce qui a été bien, c'est qu'il y a eu ce mouvement lancé par le président français, disant c'est pas grave, il faut qu'on se réunisse tous ensemble, on fait le One Summit Planet. Et ce qui était bien dans ce sommet, c'est qu'on ne parlait pas vraiment de climat, de température. On parlait de financement de la lutte contre le changement climatique, de financement de l'adaptation au changement climatique. Et il y a eu des événements marquants, des décisions fortes qui ont été prises, comme la Banque mondiale qui avait dit nous ne financerons plus jamais de produits dans les hydrocarbures, dans le charbon, dans ce genre de choses. Donc il y a eu des engagements forts et ça a permis de tempérer un tout petit peu. Mais ça n'était que le début de l'année et l'année nous a rappelé encore jusqu'au bout l'importance de devoir agir concrètement sur le territoire. Est-ce que les actions seront suffisantes ? Alors les actions, elles ne sont jamais suffisantes parce que la population augmente de plus en plus, on n'a pas suffisamment confiance des différents enjeux. Et puis il s'est passé quelque chose aussi au début de l'année, enfin pas plutôt vers le mois d'octobre 2018. C'était, vous vous souvenez, le GIEC, donc le groupe de chercheurs intergouvernemental sur le climat, qui est un peu chapeauté par les Nations Unies, qui avait présenté un petit peu un rapport et qui disait attention, c'est vrai qu'on dit aux gens qu'il ne faut pas dépasser plus 1,5 degré d'augmentation de la température. Un enfant qui a 37 degrés ou un enfant qui a 38,5 degrés, on voit tous la différence. Et donc ce groupe de chercheurs disait si on atteint les 1,5, ce n'est pas une affaire qui va se passer en 2100, ou bien c'est une affaire qui va se passer entre 2032 et 2050. Et ce qui est important là, c'est de se rendre compte que pendant très longtemps, on a dit on a le temps d'agir, mais on a de moins en moins le temps d'agir, donc il est de beaucoup plus en plus important d'agir vraiment rapidement sur le territoire. Ok, ça c'est quand on parle de Macron, de France, tout ça. Mais si on revenait un peu chez nous, en Côte d'Ivoire, parce que tout ça c'est bien, il faut savoir ce que ça implique sur notre beau pays. Alors l'énergie, on ne le dira jamais assez, est l'une des principales causes du changement climatique, c'est un fait, mais aussi de la pollution atmosphérique. Alors des chercheurs ivoiriens, oui je dis bien mesdames et messieurs, des chercheurs ivoiriens avaient publié une carte de cette pollution sur Abidjan. Est-ce que vous pourriez nous la montrer à nouveau? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible parce qu'en plus cette carte, c'est à cause de vous que j'ai dû fouiller Internet pour la retrouver. À cause de nous tous. Au moins c'est quelque chose. Hein. Il m'avait posé la question, là, qu'est-ce qu'il y a comme pollution à Abidjan? Et je me sentais un petit peu bête. Alors on va vous présenter la carte qu'ils avaient faite sur la pollution, l'étude pilote des gaz polluants à Abidjan. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont identifié 21 zones de mesure sur Abidjan. Ils ont mené des études pas simplement sur les gaz polluants, ils ont travaillé sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on avait au niveau de Vridi, au niveau de Port-Bouët, au niveau du plateau, etc. Et ceux dont on sont... Attends, je bégaye, excusez-moi. Non, c'est la dernière, tout est permis. On avait 21 points de mesure, donc c'est ce qu'on voit à l'écran maintenant. C'est un travail qui a été fait par l'université Félix Houphouët-Boigny avec l'université de Toulouse et aussi un chercheur de Cotonou. Et donc sur ces 21 points de mesure qu'ils ont étudiés sur la ville d'Abidjan, ils avaient pu nous délivrer plusieurs informations. Donc on s'était surtout rendu compte ensemble que dans la zone de Vridi, à cause de l'énergie, on avait des seuils de pollution qui pouvaient parfois dépasser les seuils critiques de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. Et puis vous avez posé une question aussi, c'est pourquoi est-ce qu'on avait sur ces cartes, entre Abidjan et à Bobo, pourquoi aussi on avait autant de pollution? Et ça, c'était la pollution due au transport routier.
Et donc, de nouveau, ça veut dire quoi? C'est que c'est vrai qu'il y a le changement climatique, c'est vrai qu'on parle de la responsabilité des pays développés, etc. Mais nous-mêmes, en Côte d'Ivoire, nous mettons de plus en plus en danger notre santé et on a vraiment besoin que tous les transporteurs regardent un tout petit peu leur véhicule, qu'on ait beaucoup, beaucoup moins de gaz polluants, qu'on ait beaucoup moins de woro-woro ou bien de baka qui nous assombrissent la route devant nous chaque jour. Vous me rassurez, je ne suis pas seule à dire woro. Alors, pour répondre à ces enjeux, plusieurs projets énergétiques durables ont été annoncés en Côte d'Ivoire en 2018, cette année. Donc, pourriez-vous nous faire le point et surtout lesquels vous semblent les plus importants? Alors, on a eu de très beaux projets, c'est-à-dire qu'on a vraiment un relancement de la politique ivoirienne de production d'électricité. On a quand même un objectif d'atteindre 6,3 gigawatts de capacité de production bien avant l'émergence. Donc, on a un nouveau projet qui est en cours vers Jacquesville, qui est un cycle combiné. Donc, les cycles combinés, c'est très intéressant. Ce sont des turbines à gaz donc, qui vont brûler du gaz. Et quand on brûle du gaz, il y a toujours une vapeur chaude qui va exister. Et ces gaz chauds, en fait, ils les récupèrent, ils vont les recycler pour alimenter une turbine à vapeur et qui va elle-même produire de l'électricité. Donc on va produire plus d'électricité en consommant moins de gaz. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On a eu aussi une annonce qui a été faite du déploiement en Côte d'Ivoire de la première centrale solaire flottante. Wow. Donc sur le continent africain. Donc ça c'est. Alors c'est une déclaration. Donc c'était juste l'annonce de presse qu'on a vue. Il y a une compétition entre deux pays pour être le premier à déployer ça. Mais c'est assez intéressant parce que c'est des centrales solaires qu'on peut mettre sur des lacs, etc. Donc on parlait notamment du lac de Kossou comme étant un site pilote. Donc on espère voir le jour. Mais moi le projet qui m'a le plus plu, c'est l'illustration qu'on va vous montrer maintenant. C'est la Côte d'Ivoire va construire, et ça c'est du concret, du réel, la première centrale électrique à biomasse cacao. Ça veut dire quoi? Ça démarre dans quelques jours. Là. Voilà, ils vont être capables de produire 60 à 70 millions mégawatts d'électricité, et ça en récupérant simplement des cabosses de cacao. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on sait récupérer les fèves sèches pour l'export, mais il reste toujours les cabosses. Ces cabosses, on va les faire sécher un tout petit peu, on va les broyer, on va en faire un combustible. Elles vont alimenter des centrales électriques et ça va nous permettre de produire de l'électricité et des nouveaux revenus pour les paysans. C'est beaucoup plus intéressant que d'acheter du gaz à l'étranger ou bien d'acheter du charbon à l'étranger. Ça, c'est vraiment très très bon pour nos planteurs. Okay. La valorisation des déchets. Oui, ça. Okay. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors la question maintenant, est-ce qu'avec de telles mesures, la Côte d'Ivoire est apte, est-ce qu'elle semble répondre aux défis que la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale est toujours là, a souligné dans son rapport 2018 sur la Côte d'Ivoire, le fameux rapport 2018. Et oui, donc la Banque mondiale avait fait un petit peu le point sur vous savez que tous les ans, elle publie un petit rapport sur chacun des pays. En 2018, elle a publié un rapport qui s'appelle « Pour que demain ne meure jamais ». Et il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ce rapport, c'est que tout le monde félicite la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Mais ce rapport précisait 2 points. Cette croissance économique est très intéressante, c'est bien, mais malheureusement, premièrement, elle n'est pas sociale, elle n'est pas inclusive. Nous laissons encore trop de gens sur le côté de la route. Il faut impérativement arriver à les regrouper, que cette croissance soit partagée. Il faut qu'elle soit partagée entre tous. Voilà, elle n'est pas globale. On peut pas. Les gens qu'on va abandonner sur le bord de la route. La proportion. Houphouët-Boigny disait on ne joue bien du tam-tam que sur un ventre vide. Et donc si on veut éviter d'avoir trop de bruit de tam-tam dans les rues ou de bang-bang comme on dit chez nous, il va falloir qu'on soit capable d'alimenter nos populations. On ne peut pas les abandonner. Deuxième chose qui était importante aussi dans ce rapport Banque mondiale, c'était le climat n'est pas suffisamment pris en compte. Et je voudrais justement vous montrer la petite illustration, c'est que l'impact environnemental d'ici à 2050, vous le voyez bien, c'est plus 2 degrés de hausse des températures en Côte d'Ivoire, de 37 degrés, notre enfant va avoir 39 degrés de température, les mamans vont s'inquiéter. En termes de pluviométrie, la grande saison des pluies va devenir moins forte et la petite saison des pluies va augmenter. Et donc l'impact économique, c'est que ça va nous coûter entre 380 milliards et plus de 700 milliards de francs CFA de croissance. Il va y avoir des impacts sur la production de cacao et vous savez que ça, c'est les rémunérations de nos planteurs. C'est quand même le succès de ce pays, le cacao. Et puis c'est vrai que nous, Samoa aussi, nous vous appelons à l'urgence. Les dangers de l'érosion côtière, Bassam, Jacquesville, Grand Laou, etc. Ne nous oubliez pas au bord de la plage, il fait beau chez nous, mais on est en danger. L'agriculture toujours est le secteur le plus important de l'économie, on le disait à l'instant. Quelles nouvelles retenez-vous pour le développement durable dans ce secteur? Alors, il s'est passé plein de choses très intéressantes. Il y a un projet par la Sodexam qui a été mis en œuvre, qui vise un nouveau projet qui a été relancé pour donner l'accès à l'information météorologique auprès des planteurs. Ça, c'est bien, c'est intéressant. On sait aussi que le RED+, fait de plus en plus de progrès pour promouvoir l'agriculture zéro déforestation. Mais malheureusement, tout ça, ça reste trop confiné à une petite population. Il faut impérativement qu'on diffuse de plus en plus les bonnes pratiques auprès de nos planteurs.
Alors, comme chaque année, mesdames et messieurs, la saison des écologistes se termine par le sommet mondial. Il y a toujours beaucoup de sommets. Ouais. Parfois, on se demande à quoi ça sert, mais bon, ça sert, hein, ça sert parce qu'il y a de bonnes choses là-bas sur le changement climatique. Cette année, la COP24 a eu lieu du côté de la Pologne. Alors, quel bilan on peut se faire? Bon bilan, du très cher Espoir, Cédric. Espérance. Il est trop tard pour être pessimiste. Donc c'est ça. Enfin. Ils avancent, mais moi ce que je retiens le plus de la COP21, c'est cette jeune demoiselle, cette Suédoise. COP24. De la COP24, excusez-moi. La 21, c'était à Paris. Vous avez vu, je patine. Hein. C'est celle-là. Et donc c'est cette jeune demoiselle, donc elle a fait un discours qui était magnifique, qui était en anglais. Alors malheureusement, je ne sais pas si on l'entend, mais je vais essayer de la traduire. Elle disait, nous devons parler clairement, même si cela est inconfortable. Vous qui êtes là, vous parlez d'économie verte et durable, car vous avez peur d'être impopulaire. Vous dites qu'il faut aller de l'avant, mais toujours avec les mêmes mauvaises idées qui ont entraîné ces fameux problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Alors, nous dit-elle, la seule chose qu'il faille faire, c'est tirer le frein d'urgence. Voilà. Vous n'êtes pas assez mature, a-t-elle dit à tous ces représentants du gouvernement, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et même ce poids, vous le laissez à nous, les petits-enfants. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, sans doute passeront-ils cette journée avec moi. Sans doute me poseront-ils des questions à propos de vous qui étiez présents à la COP. Sans doute me demanderont-ils encore pourquoi vous n'avez rien fait alors que vous aviez tout le temps de le faire. Vous dites que vous aimez vos enfants de tout votre cœur et pourtant vous êtes en train de leur voler le futur devant leurs propres yeux. Tant que vous ne penserez pas à faire ce qu'il faut, mais que vous vous demanderez ce qu'il est politiquement possible de faire, il n'y aura pas d'espoir. On ne peut pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise. Nous devons garder les énergies fossiles dans le sol et nous devons nous concentrer sur l'équité. Et si les solutions dans votre système sont impossibles à trouver, alors sans doute devrions-nous changer le système. Voilà. C'était ces quelques mots de cette demoiselle. J'espère qu'on a pu assurer la traduction à l'écran. Icône vraiment de cette COP24 là, qui a bouleversé tout le monde. Un acte de responsabilité des nouvelles générations. C'est exactement ça. Et on a vu comment les représentants des pays étaient attentifs. On espère que cette attention-là va se traduire, va se décliner dans des actes concrets. Vous imaginez ça, moi-même, mon enfant sera là. Enfin, je veux dire, je suis toujours ému en l'écoutant. Pourtant, je l'écoutais au moins une dizaine de fois en me disant si je pouvais dire la même chose qu'elle, mais elle le fait si bien. Alors, qu'est-ce que vous aurez voulu entendre en cette année 2018 comme bonne nouvelle? Comme bonne nouvelle, comme bonne nouvelle que j'aurais aimé entendre en Côte d'Ivoire, vous savez, c'est ce projet de centrale électrique au charbon que nous avons à San Pedro. Une centrale électrique, c'est toujours magnifique, mais le charbon, c'est du charbon minéral, c'est un charbon de mine qu'on va devoir importer quelque part, je ne sais pas, peut-être en Russie ou en Afrique du Sud, je n'en ai pas la moindre idée. Et j'attends avec impatience le jour où ce projet disparaîtra, car San Pedro, c'est le premier port de cacao de Côte d'Ivoire. Et vous avez vu que si on peut faire une centrale biomasse cacao, il serait tellement plus intelligent de récupérer les cabosses de cacao, de les amener à San Pedro, de faire une centrale avec les produits des planteurs ivoiriens, plutôt que de faire une centrale à charbon, aussi propre, entre guillemets, soit-elle telle qu'on nous le dit, qui va nous demander d'encore importer du charbon de l'extérieur. 6h59, mesdames et messieurs, nos intervenants à Matin Bonheur du talent, à l'instar de M. Cédric Lombado. Merci pour cette année de formation. Bon boudin. Bonne année à vous par anticipation. Bonne année. Merci pour votre expertise. Sachez que les Ivoiriens vous apprécient énormément pour tout ce que vous faites avec vos amis. On salue également Franck Faye, qui est dans le giron de toute la famille, des personnes qui défendent le développement durable. Et puis on se retrouve avec beaucoup de plaisir l'année prochaine. Bonne fête. Oh, ça va être